Bonjour. Le théâtre, notamment le théâtre classique du XVIIe siècle, est régi et réglementé par des règles bien précises, contrairement au baroque qui était donc développé au début du XVIIe siècle et à la fin du XVIe siècle. Donc, en opposition complète avec le théâtre baroque, le théâtre classique fixe des règles bien précises et nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les règles qui sont imposées au théâtre. Il y a 5 règles en tout. La règle des 3 unités que nous allons voir, le temps, le lieu et l'action, mais également les règles de bienséance et de vraisemblance que nous verrons après. Pour résumer ces règles, notamment ces 3 unités, on peut citer Boileau dans l'art poétique qui a dit en 1674 qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Donc on voit bien en un lieu, en un jour et un seul fait, donc unité d'action, unité de temps et unité de lieu. Alors, l'unité de temps. La pièce de théâtre, enfin la scène jouée, doit normalement ne pas dépasser ce que l'on appelle une révolution de soleil, d'après Aristote, c'est-à-dire de 12 à 30 heures. Bon, généralement donc moins de 24 heures. L'idéal du théâtre classique, c'est que le temps de l'action de la pièce de théâtre corresponde au temps de la représentation. C'est Racine qui l'a le plus approché dans la pièce Athalie. Donc la représentation dure à peu près 3 heures, c'est-à-dire le temps de la durée de l'histoire. Corneille, lui, était un petit peu plus souple dans cette règle et admettait donc que certaines de ses pièces dépassent les 24 heures. Bien au-delà du théâtre classique, un auteur comme Eugène Ionesco au XXe siècle, dans donc le théâtre de l'absurde, l'a également développé dans La Cantatrice chauve, puisque la pièce a lieu en moins de 24 heures. L'unité de lieu. Donc toute l'action doit se dérouler dans un même lieu, qui est généralement pour le théâtre classique, pour les tragédies, un décor de palais, et pour les comédies, un intérieur bourgeois. Donc cette règle a connu une grande évolution avec une plus grande rigueur après 1645. Auparavant, donc, notamment dans le théâtre baroque, l'action pouvait avoir lieu dans différents lieux, différentes époques, différentes villes, etc. etc. Donc l'unité de lieu s'est resserrée autour d'un lieu unique représenté par la scène. Donc on ne peut pas, par exemple, montrer un champ de bataille et ensuite montrer l'intérieur d'un palais où les soldats se sont réunis après la bataille. Il faut, dans ces cas-là, donc que la bataille soit racontée pour pouvoir, et on ne pourra pas y assister, et nous reverrons ça dans la règle de bienséance un petit peu plus loin. L'unité d'action, on l'appelle également unité de péril. Tous les événements qui sont représentés doivent être liés les uns aux autres du début jusqu'à la fin de la pièce. Donc l'action principale doit se dérouler dès le début, doit démarrer dès le départ et se poursuivre jusqu'à la fin de la scène. Il ne peut pas y avoir une deuxième action qui se met en route si elle n'a aucune relation directe avec cette première action. Donc le héros ne peut pas affronter plusieurs périls en même temps dans une même pièce si ces dangers ne sont pas liés directement les uns aux autres. La règle de bienséance, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'acteur ou les acteurs ne doivent absolument pas choquer les spectateurs, c'est-à-dire pas de sang, pas de bataille, pas de guerre, etc. etc. Donc toute violence, toute intimité physique sont totalement interdites sur scène. Les batailles, les morts, les scènes éventuellement amoureuses doivent être hors scène
et être rapporté au spectateur sous forme de récit. Alors on trouve quelques exceptions, par exemple la folie d'Oreste dans Andromaque, également le suicide de Phèdre, bien qu'il respecte un petit peu la règle de bienséance, puisqu'elle s'empoisonne, et donc sa mort n'est pas violente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang. Boileau la résume ainsi, cette règle de bienséance: ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose. Les yeux, en le voyant, saisiraient mieux la chose. Mais il est des objets que l'art judicieux doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Enfin, la règle de vraisemblance. La règle de vraisemblance, donc, c'est un terme qui revêt toutes les apparences de la vérité. Une histoire, il faut que l'histoire soit vraisemblable, c'est-à-dire qu'elle soit croyable, qu'elle soit crédible. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit vraie, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'inventé, mais il faut que les actions des personnages soient crédibles, que ce ne soit pas de la science-fiction. D'accord? Donc, il ne faut rien offrir d'incroyable. Comme le disait encore Boileau, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Donc, il faut faire vrai, c'est-à-dire donner l'illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. Voilà un petit tableau résumé qui vous permettra de retrouver tous les éléments dont je viens de vous parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour vos études. À bientôt. Au revoir.